Le web est un terrain de jeu formidable que nous autres développeurs aimons parcourir et surtout enrichir. Ce qualificatif de toile n'est pas si anodin. Le réalisateur projette son film sur une toile, le peintre peint sur une toile, et bien sûr que certains devs conçoivent des interfaces que nous qualifions d'artistiques pour éviter parfois de dire inutilisables. Mais beaucoup s'expriment et expriment une créativité sans limite dans la viewbox du navigateur. Mais alors, le web est-il le meilleur canevas pour cette expression ? Jusqu'où s'exprime cet art et surtout, une page web est-elle encore une page ? Pour répondre à ces questions créatives, je ne reçois pas Magritte, mais il s'y connaît en pommes. Anthony, bonjour. Salut Bruno. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Anthony, est-ce que tu pourrais te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Ah bien sûr. Donc je m'appelle Anthony Lopez. Je suis de base, j'ai un profil plutôt tech. Je suis plutôt dev front, on va dire. Et avec une très très forte appétence, on va dire, pour le côté créatif. Voilà, pas mal de... voilà, tout ce qui tourne autour de la création en général me plaît bien, tout ce qui est un peu inspirant. Et donc depuis voilà, ça fait 6-7 ans à peu près que je suis dev. Et puis petit à petit, en fait, dans mon parcours professionnel, je me suis rendu compte que voilà, j'avais un profil un peu entre, on va dire, à la croisée des chemins entre le profil tech et le profil créatif. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été dev dans pas mal d'agences. J'ai, on va dire, pris mon premier point de contact avec le dev créatif dans une agence qui s'appelle Couleur Citron, qui aujourd'hui s'appelle l'agence Jaune, basée à Toulouse, dans le sud. Voilà. Jusqu'à présent, j'avais été dans une agence qui s'appelait Septime Création, qui était plus orientée tech, mais qui m'a permis de faire mes armes. Et donc après, arrivé à Couleur Citron, là, c'était plus le côté créa, tu vois, avec une vraie sensibilité et tout, vraiment quelque chose de très cool, et surtout une culture, tu vois, créative, genre, tu sais ce que font d'autres agences autour de toi, tu sais ce qui se pratique et tout, et voilà, avec les awards, FWA, ce genre de site qui nous inspire tous. Et donc ça a été un peu mon premier contact. Après, la vie a fait que j'ai bougé un peu, j'ai travaillé dans un groupe bancaire, j'ai travaillé dans d'autres types de cadres, en fait, voilà, parce que je voulais tester plein d'autres trucs. Peut-être un peu plus rigide du coup. Ouais, c'est clairement plus rigide, pas spécifiquement adapté à moi. Ouais. Voilà, donc c'est le groupe IBP, Banque Populaire. C'était plaisant parce qu'en fait tu te rends compte, genre tu vois des trucs que tu verras pas ailleurs, style voilà, des automatisations, des équipes sécu, voilà, vraiment ils ont des infras qui sont assez dingues, et donc tu apprends beaucoup de choses, mais pas trop adapté, on va dire, à mon profil, qui suis quelqu'un qui comme je te l'ai dit, qui était plutôt... voilà, le côté créa me manquait énormément, on va dire. J'ai fait donc après IBP, j'ai enchaîné dans une boîte SaaS qui était justement basée sur de l'IA, enfin du NLP pour être plus précis, okay. Qui s'appelle Inventa, et j'étais au service marketing. Et donc voilà, ça m'a bien plu, pareil, parce que le côté market, c'était voilà, quelque chose de différent avec l'agence digitale. Et pour finalement atterrir aujourd'hui dans une agence qui s'appelle PicBeam et qui est plus, voilà, c'est une boîte en fait qui est une agence digitale à la base, qui se spécialise plus sur des solutions type headless, Jamstack, etc. Donc voilà, des solutions relativement modulaires, on va dire. Et donc on a monté un média, puisque à titre personnel, je stream depuis à peu près 2-3 ans. J'ai une chaîne qui s'appelle Anto par le web, que vous pouvez retrouver sur Twitch, YouTube, etc., et qui est plutôt orientée web créatif, donc c'est un peu ce dont on va parler aujourd'hui. Et donc dans le cadre de cette chaîne, j'accueille pas mal de studios créatifs qui viennent, en fait, si tu veux, ils viennent en direct, ils prennent des cas d'études et ils les détaillent, et ça nous permet un peu de voir un peu leur univers. Ils nous montrent aussi techniquement comment les choses fonctionnent,
Et vraiment, on part du tout début, tu vois, et on va jusqu'à aussi bien la partie technique, on passe par le brief client au début, évidemment, tout l'univers graphique, comment ça a été mis en place, et puis toute la partie technique après derrière. Donc c'est très intéressant parce que tu vois vraiment un cas complet. Le truc du web créatif, c'est que ça mêle vraiment beaucoup de compétences, aussi bien de la 3D que du dev, que ce genre de choses. Et donc voilà, je fais ça à titre perso pour m'amuser et par passion. Et donc j'ai intégré PicBeam, donc comme je le disais, une agence digitale qui a pour projet de monter un média à destination des personnes du numérique et du web. Donc en gros, je fais 2 matinales par semaine sur Twitch. On a également sur YouTube, donc Déclic, DAYCLIC. Et le but, c'est de toucher un peu des gens qui sont, voilà, comme je te le dis, dans le numérique, parler d'actu web, ce genre de choses. Donc voilà, j'ai à la fois ces 2 casquettes. Okay. Voilà. Du coup, effectivement, le but de cet épisode aujourd'hui, c'est donc parler de web créatif. Ouais. Alors, avant de creuser le sujet, je serais curieux du coup d'un peu, entre guillemets, de définir cette notion de créativité dans ce titre. Carrément. Parce que dans le métier de dev, au final, il y a beaucoup de créativité. Est-ce que du coup, dans ce que tu encapsules dans web créatif, est-ce qu'il y a uniquement une notion d'esthétique, d'ergonomie, de design, ou est-ce qu'il y a aussi une question de beauté algorithmique, on va dire, dans cette création? Moi, pour définir ça, c'est très compliqué à définir. D'ailleurs, je pense que le terme web créatif, moi, j'ai balancé ça comme ça, tu vois, un jour, mais en mode, je sais même pas si c'est un vrai terme, tu vois. Et en fait, ce que je définirais un peu, enfin, moi, en tout cas, la définition que j'en donne un peu, c'est que pour moi, c'est plus une démarche, en fait, une démarche qui va viser à l'interaction et à l'immersion, tu vois. Ça, c'est, enfin, en tout cas, moi, sur Anto Parle Web et avec ma commu, généralement, c'est plutôt de ce genre de sujet dont on traite. Donc, qui dit pourquoi, enfin, par rapport, la question c'est qu'est-ce qui va être différent entre du web créatif, on va dire, et du web dit classique, tu vois, parce que quelque part, tu vas faire une animation en CSS, on peut dire c'est créatif, tu vois. Moi, de mon point de vue, le côté démarche web créatif, ça va être justement d'avoir cette démarche d'immersion et d'interaction. Interaction, ça veut dire que tu vas essayer de te servir de beaucoup d'autres façons, en fait, de créer une interaction entre l'utilisateur, enfin l'internaute et l'expérience web. Je te prends un exemple, il y a un site que je n'ai plus en tête, qui a été développé par une agence qui s'appelle Merci Michel, une agence parisienne très connue que j'ai accueillie. Ils sont formidables, ils font des trucs vraiment mortels. Et donc, ils ont développé un site, par exemple, où tu pouvais interagir avec le site uniquement avec ton face tracking, tu vois, uniquement avec les yeux. Donc, en gros, c'était pour une personne qui avait la maladie de Charcot, c'était vraiment avec une démarche bien particulière. Et donc, ils ont dit, let's go. N'importe qui avec une caméra classique, une webcam classique, tu peux vraiment juste... en fait, ton curseur se déplace en fonction du mouvement de tes yeux et de ton visage. Donc ça, tu vois, typiquement, c'est le côté interaction. C'est, je vais essayer de créer quelque chose d'un peu différent. Quand j'étais chez Couleur Citron, par exemple, on a créé aussi un site qui s'appelait... c'était pour l'année 2018, je crois. Ça s'appelait Faites un vœu. Et en fait, l'idée, c'était que tu avais une galaxie d'étoiles qui apparaissait. Tu étais sur ton téléphone, tu pouvais taper en fait un vœu, je souhaite le meilleur à tati, tonton, mamie, qui tu veux. Et en gros, tu avais une petite étoile sur ton smartphone que tu faisais partir depuis ton téléphone et hop, qui apparaissait sur ton écran, tu vois. En termes d'interaction, c'était juste dingue, quoi. Ouais, genre, nous, quand on a un peu bossé sur le projet, on allait faire de la R&D et quand j'ai vu cette interaction, je dis... les gars, faut faire ça, quoi. Let's go. Et franchement, le premier jour, je m'en souviendrai toujours, il y avait mon CTO qui était à côté de moi. Le premier jour où j'ai réussi à le faire, donc on l'a fait avec des WebSockets, bon, je pourrais te détailler s'il faut. On était tous derrière l'écran et moi, j'étais à distance comme ça. Je lance ma particule et tout le monde la voit. Et on est tous là, waouh, c'était dingue, quoi, tu vois. Et donc voilà, je dirais que le web créatif, il y a cette partie interaction qui est hyper importante. Et ensuite, l'autre pan, c'est la partie immersion. Et immersion, ça va être tous les procédés, tout ce qui est plus ou moins tout ce que tu peux faire en fait pour essayer d'immerger et de faire une expérience marquante. Souvent, l'image que je donne, c'est, tu vois, quand tu as des publicités, par exemple, de ton enfance, que tu t'en souviens, etc., et qui t'ont vraiment profondément touché, elles vont être beaucoup plus ancrées en toi et tu vas être plus enclin à écouter le message, on va dire, que d'autres pubs qui passent à la télé ou autre, tu vois. Et donc, je pense qu'effectivement, combiner ce côté interaction, innover, etc., voir un peu tout ce qu'on a à disposition, et le côté immersion, c'est-à-dire créer quelque chose de profond, créer un sentiment, tu vois, aller au-delà de tout ça, ça fait un peu le web créatif. Et généralement, la chose qui va faire que tu vas arriver à faire tout ça, en fait, c'est de travailler en fait toute la partie, je dirais, vidéo motion de façon plus importante. C'est-à-dire que dans le cadre d'un site classique, généralement, ça va être quand même relativement statique. Tu vas mettre quelques animes. Là, vraiment, tu vas te focus encore plus, on va dire, sur tout ce qui est, motion, quoi, toute la partie mouvement et toutes les animations, quoi. Ouais.
C'est assez fascinant ces exemples que tu as donnés, effectivement, avec ce système d'étoiles ou le tracking avec les yeux. Moi, forcément, j'ai un côté très tech. Et du coup, je me dis que c'est intéressant de réussir à trouver comment est-ce que tu peux réussir à résoudre ces ergonomies-là. Carrément. Est-ce que pour toi, cette notion de web créatif, du coup, le chemin, c'est plutôt... Tu as une idée d'interaction et du coup, tu arrives à trouver un moyen de le concrétiser techniquement ou tu entends parler d'une API ou d'un truc que tu peux... Tu as une idée technique que tu peux faire et tu arrives à creuser une interaction autour de cette trouvaille technique que tu as en tête. Tu vois, le chemin est plutôt dans quel sens? Moi, je dirais qu'il y a les deux. C'est-à-dire que... à terme, quand vraiment tu commences à être balèze, quand vraiment tu es dans le truc et que tu es très fort, moi, tous les gens que j'ai reçus, c'est un secteur de niche, mais j'ai reçu des gens vraiment merveilleux, des Immersive Garden, des Bruno Simon, des Make Me Pulse, Merci Michel, vraiment, c'est des gens, c'est des grosses pointures. Et quand tu en es à ce niveau-là, je pense qu'ils ont une démarche qui est autre. C'est-à-dire que pour eux, la technique, c'est juste un support, tu vois. C'est genre, voilà, c'est un mode d'expression, ok, j'utilise du web, mais je peux utiliser d'autres trucs, tu vois. Et en fait, je pense que c'est plus une démarche où, en gros, comme je te le dis, quand on fait des case studies sur Anto par le web, généralement, on essaye de brosser de façon très, très globale, on va dire, le projet, tout simplement parce qu'à la base, tu viens avec un pitch, tu viens avec un besoin client qui est exprimé. Et je pense que les gens, justement, qui s'inscrivent dans cette démarche-là, ils ont toute cette sensibilité, on va dire, qui est hyper importante. Et donc, à mon avis, quand on est à ce niveau-là, où en gros, la technique, c'est plus genre le chemin que tu vas emprunter pour y arriver, mais je pense qu'il se fixe plus un objectif en mode, voilà, nous, on imagine ça, on a envie de concevoir ça, et voilà, et après, le chemin, on le trouvera, tu vois. Quand j'avais terminé, justement, ce site Faites un vœu chez Couleur-Citron, j'étais parti à Paris pour faire un stage de web créatif, avec un duo créatif qui s'appelle Macchio and Flow, qui aujourd'hui opère encore, ils font des trucs trop cool, c'est des médias artistes vraiment très cool sur Paris, et en gros il m'avait dit, je me souviendrai tout le temps que pendant le stage, moi j'étais là pour apprendre justement la tech et comment les choses devaient se faire, et ils m'ont dit mais t'inquiète, la technique, ça on y arrivera, c'est pas un souci. Essaye plus d'imaginer ce que tu veux, essaye de savoir où est-ce que tu veux aller et qu'est-ce que tu veux faire, et une fois que tu auras le truc, on trouvera le chemin, c'est pas un problème. Après, je pense que quand même, surtout quand tu es un peu plus débutant, ou même des fois quand tu es au fait du truc, il y a un truc qui sort, une intelligence artificielle, c'est trop cool, comment je peux l'implémenter? Il peut y avoir aussi cette démarche inverse de dire, j'ai ça, comment est-ce que moi, dans mon quotidien, je peux l'implémenter? Mais de mon point de vue, je pense qu'il y a quand même, à la base, plus une démarche de j'ai une vision et sur le chemin, je vais trouver après la technique, c'est pas un problème. Donc on est plus effectivement sur des profils créatifs qui ont une maîtrise technique qui leur permet du coup de la concrétiser. Et donc ça veut dire que tu peux aussi bien avoir des développeurs que des non-développeurs qui vont apprendre à maîtriser les outils techniques, mais que donc c'est des gens qui ont quand même plus une fibre presque artistique, j'ai envie de dire, que technique. Alors, pour répondre à cette question, moi je dirais, en tout cas de tout ce que j'ai vu jusqu'à présent, j'ai pas l'expérience et j'ai pas le truc de dire je connais tout, tu vois, mais en tout cas depuis les quelques années que je pratique, on va dire, cette discipline plus ou moins, j'ai décelé au moins 3 profils, je dirais. De gens qui vont faire du web créatif. D'abord, tu vas avoir la personne plutôt développeuse front qui va avoir envie d'aller plus loin et qui donc, du coup, va chercher d'autres interactions. Il va commencer à s'intéresser aux shaders, il va commencer à s'intéresser à des trucs comme ça qui vont lui... Tu vois, Merci Michel, par exemple, c'est une bande de gros passionnés de jeux vidéo. Ils connaissent tout sur tout, ils voient des effets. Tu vois, leur truc, c'est genre, ils voient des effets dans les jeux vidéo et essaient de les reproduire en web, tu vois. Okay. Donc là, pour le coup, effectivement, très técos, mais voilà, très passionné de jeux vidéo. Et après, tu peux avoir un autre profil qui, là, est plus comme tu le décris toi, c'est-à-dire c'est le profil que je décrirais plutôt type média artiste. Donc, je pense par exemple à Matt Deslauriers, tu vois, qui est une référence un peu dans le milieu. William Mapan, je pense aussi à Macchio and Flow dont je te parlais, qui sont des gens plus avec une démarche artistique. Et en fait, ils utilisent du web comme ils utiliseraient d'autres trucs, tu vois. C'est juste un moyen pour eux. Mais en réalité... c'est un support, quoi. C'est comme tu verrais un artiste dans la peinture qui utilise de la peinture, eux ils utilisent du web et de la techno web, quoi. Ouais. Donc il y a vraiment ces 3 profils, je dirais, qui sont assez que tu retrouves assez régulièrement. Après, sur les équipes en soi, moi j'adore cette discipline dans la mesure où ça mêle en fait à peu près tout le monde. C'est-à-dire que quand tu te lances dans du web créatif, tu vas avoir donc tous les techos, mais qui vont devoir avoir un petit peu toucher un petit peu à du Figma, à du Blender, à de la 3D, tu vois, avoir des notions sur ça, tu es un peu obligé. Tu vas avoir aussi des gens qui vont être des créas de base, mais qui vont devoir aussi s'intéresser un peu à la technique. Et en fait, c'est un peu un point de rencontre parce que tout
sont un peu plus ou moins liés, quoi. Donc tu vas avoir aussi bien des profils 3D, des profils DA, des profils tech, des profils en sound design aussi, tu vois, un truc que tu fais jamais. Le sound design est ultra important et genre ça te change une expérience du tout au tout. Donc voilà, t'as beaucoup de corps de métier et c'est ce qui fait aussi que c'est difficile, par exemple pour une agence, de dire je fais un peu de web créatif, tu vois, c'est pas possible, quoi. C'est genre vraiment t'es positionné sur ce créneau ou tu l'es pas, quoi. C'est entre deux, c'est compliqué, quoi. Mais ça peut, mais c'est compliqué. Ouais. Je vois bien effectivement le parallèle avec le monde du jeu vidéo. C'est notamment d'ailleurs ce que disait Mr. Gloves dans le chat. Que je salue. Moi, j'ai reçu il y a quelques temps dans l'épisode 107 Christophe Galati, qui est le créateur d'un jeu vidéo qui s'appelle Save Me Mr. Taco ou Welcome Mr. Taco, je ne sais plus. Donc qui est développeur. On parlait de game design. Et ce que lui racontait surtout, en fait, c'est que lui, depuis qu'il est tout petit, lui, ce qu'il aime, c'est raconter des histoires. Et qu'effectivement, en fait, le code, c'est juste un médium comme un autre, quoi. Et exactement. Il est tombé dans celui-là, mais ça aurait pu être un autre. Et qu'en fait, il fait du dev parce que pour faire un jeu vidéo aujourd'hui, c'est un passage obligé. Ouais. Mais que lui, avant tout, ce qu'il veut, c'est raconter une histoire et maîtriser comment est-ce qu'il la raconte. C'est ça. Et généralement, tu vois, ce qui va distinguer une expérience d'une autre. Bon, tu peux avoir la technique, c'est-à-dire que des fois, tu vas avoir un effet waouh, un truc un peu cool, etc. Mais généralement, ça va devenir vite à la mode, ça va devenir trendy, comme on dit, et donc tout le monde va reprendre l'effet. Ce qui fait la vraie puissance du truc, généralement, c'est le storytelling, tu vois. C'est vraiment toute l'histoire que tu vas raconter au cours du truc et qui va faire que les mecs vont être complètement pris et vont s'en souvenir de façon mémorable, quoi. On sort un peu du sujet, mais tu vois, c'est aussi quand tu regardes Last of Us, c'est une super histoire, en fait. C'est que tu as quand même des créateurs de jeux vidéo qui ont fait un jeu absolument merveilleux et qui était tellement bon qu'ils en ont fait une série. Et je sais pas si tu as vu que tu as quand même pas mal de scènes qui reprennent plan par plan, même la rythmique des cinématiques du jeu d'origine. Donc tu vois, il y a une espèce de reproduction en fait de ça, quoi. Donc c'est qu'effectivement, tu as une histoire qui vaut largement le coup d'être raconté, quoi. Et souvent d'ailleurs tu regardes, il y a beaucoup de parallèles, tu as souvent des jeux vidéo qui terminent au cinéma, hein. Ça arrive très très souvent que voilà, tu as un truc mettons qui cartonne bien et je sais pas, je pense à Prince of Persia, ils en ont fait un film, enfin tu vois, tu as plein de jeux comme ça qui après deviennent des films ou l'inverse, enfin il y a des parallèles assez réguliers, quoi. Après l'historique des jeux vidéo adaptés au cinéma est pas toujours aussi qualitatif que ce qu'on a pu voir avec Last of Us. On est d'accord, mais tu vois le principe, c'est que tu as quand même une idée de storytelling très fort derrière que tu retrouves dans plein d'art, quoi. Enfin plein de disciplines liées à l'art, quoi. Son of Winter nous parle effectivement dans le chat de Mario. Je sais pas si tu parles du Mario qui vient de sortir ou du Mario qui est sorti dans les années 90, qui était effectivement une horreur. À mon avis, tu parles plutôt de l'ancien, et effectivement, je partage l'avis. C'était pas une super adaptation. Pour revenir du coup sur cet aspect web créatif, dans quelle mesure est-ce que il y a une pure expression entre guillemets artistique de se dire je veux pouvoir faire tel genre d'action ou autre, et à quel point aussi est-ce qu'on inclut quand même des notions d'UX au sens très traditionnel du web. Ça, je pense que c'est tout l'enjeu du truc, en fait. C'est-à-dire que très souvent, c'est des choses qui arrivent assez régulièrement. Enfin, moi, qu'on me donne quand je parle de web créatif, c'est mais bon, l'accessibilité, la performance, etc. Moi, déjà, la première chose que je dis, c'est ok, peut-être qu'il y a des gens qui font du web créatif juste parce que ça les fait kiffer, tout simplement, comme tirer jouer au foot ou au baseball ou ce que tu veux. Pourquoi est-ce que moi je ferais pas du web créatif sans aucune contrainte? Parce qu'en fait, tout au long de l'année, je suis développeuse dans une agence, j'ai 50 000 contraintes, que ce soit du SEO, que ce soit de la performance, que ce soit de l'accessibilité, etc. Je respecte les règles du jeu, laisse-moi m'amuser en dehors, tu vois. Déjà, ça c'est la première chose. Et ensuite, je pense qu'en fait, tout l'enjeu est là. C'est-à-dire que tu vas avoir d'un côté les gens qui vont avoir une démarche artistique qui ne seront pas du tout concernés par ça parce que c'est une autre démarche. Et tu vas voir ceux qui en fait vont faire des projets pour de la prod à destination d'un public, etc. Et donc eux, effectivement, ils vont avoir ce type de contraintes. Et donc du coup, c'est là un peu que tout l'enjeu se fait, c'est qu'il faut arriver à la fois on va dire à intégrer au plus possible en fait tous ces effets, tout ce que tu peux voir, toute ta démarche et ce que tu veux exprimer à un certain cadre et une certaine contrainte. Et à la fois, c'est pas plus mal parce que quand tu bosses avec de la contrainte, tu vois, c'est là aussi que tu deviens un petit peu créatif. Donc, en fait, il faut arriver à avoir un savant mélange des deux. Quand tu découvres typiquement les shaders, tu vois, qui sont une techno qu'on utilise pour faire des effets un peu waouh en utilisant la carte graphique, généralement tu en balances dans tous les sens après, et puis au bout d'un moment tu te rends compte que ton site il peut plus suivre et que c'est pas possible. Donc je dirais que c'est un savant mélange, un savant équilibre à avoir et à trouver. Et
Et après, donc, tout l'enjeu est là pour pouvoir que le site puisse sortir en prod. Après, il y a aussi un autre phénomène qui est bien ou pas bien, ça je sais pas, mais très souvent les sites web créatifs sont liés à des campagnes de pub et sont très éphémères, tu vois. Il y a ça aussi. Et donc en fait, ça va être plus là pour faire parler, pour faire une espèce d'effet waouh. Et là, effectivement, il y a des fois où il n'y a pas forcément de respect des normes type SEO, etc. parce que les personnes n'ont pas d'enjeu sur ce genre de choses. Mais moi, je suis d'accord avec toi que si on veut dans le futur que ça fonctionne, si on a envie que de plus en plus de gens s'intéressent à la discipline et que les choses évoluent, clairement, il faut arriver à jongler un petit peu entre les deux. Mais moi, ce que je veux dire par là, c'est ne soyons pas non plus plus royalistes que le roi et laisser aussi des fois les gens s'exprimer. S'ils ont envie de faire un truc parce que ça les fait kiffer, ben voilà, c'est cool, quoi. Oui, parce qu'après, le navigateur, effectivement, comme tu le disais, impose aussi des contraintes mécaniques, quoi qu'il arrive. C'est tout l'enjeu, en fait, c'est que contrairement, on va dire, à son cousin, entre guillemets, qui est le jeu vidéo, le web créatif est très, très contraint, on va dire, justement par le web, par la technologie web. Parce que, en fait, le gros avantage du web, c'est que c'est accessible par tout le monde. Il suffit d'avoir une connexion et d'avoir un smartphone ou quoi que tu veux, c'est bon, du coup tu peux accéder à l'expérience. Après, tout le monde n'a pas une carte graphique type une RTX chez lui ou ce genre de choses, donc tu es obligé en fait d'avoir recours à un certain nombre de tips and tricks pour pouvoir essayer de faire des choses optimes. Mais après, on apprend beaucoup du jeu vidéo qui en fait est bien plus a un historique bien plus fort, et donc très souvent tu vas avoir des petites astuces que tu vas trouver dans les jeux vidéo parce qu'ils ont déjà eu ce type de contraintes et tu les réemploies en fait pour avoir des perfs bien meilleurs et arriver à conserver une expérience cool, quoi. Ouais. Donc voilà. Mais oui, la performance, c'est un sujet qui est central, on va dire, dans le web créatif. Et en fait, tu soupçonnes pas des fois un petit effet, genre en mode derrière, ils ont fait un truc tech qui fait que du coup, ça tourne du feu de Dieu. Et ouais, c'est pour ça que moi, j'ai un grand respect pour ceux qui font ce type d'XP. Ouais. On a effectivement Mr. Gloss qui nous dit en commentaire qu'il y a beaucoup de sites qui sont critiqués en disant qu'ils sont irréférençables, alors qu'en fait c'est un chef-d'œuvre en termes d'expérience, d'interaction et d'animation, quoi. C'est pareil, fais un parallèle avec la peinture et tu verras, tu auras vite compris. C'est-à-dire que tu as des gens qui vont pas du tout être touchés. Par exemple, tu vois, moi je viens du sud, c'est le pays de Soulage, par exemple, que tu connais peut-être. Mais il y a des gens qui sont pas touchés par Soulage, tu vois, et d'autres si. Moi je me dis, si ça fait venir autant de monde et s'il y a des gens qui bougent et qui sont touchés et qui des fois, tu vois, ont de l'émotion avec ça, ok, why not. Donc je pense qu'en fait, ce qu'on ne comprend pas, c'est que du fait que justement c'est un milieu très tech, qu'on puisse justement, comme on le disait tout à l'heure, être à la fois tech et avoir de la sensibilité. Or, c'est tout à fait faisable, tu vois. C'est une discipline avec des profils très particuliers, parce qu'en général, quand tu es tech, tu vois, on a un peu l'image du gars dans sa grotte, plein de boutons, etc. Non, il y a plein de gens aussi qui sont très tech, qui ont une appétence tech comme moi, et qui, à côté de ça, par contre, sont très ouverts sur la partie créative, parce qu'ils adorent ça, ils sont hyper inspirés, et du coup, ils s'éclatent sur ce genre de choses, donc pourquoi pas. Et pourquoi Alors, je sais bien qu'il y a de la création dans plein de domaines techniques, mais tu vois, du coup, est-ce qu'au final, le web et le navigateur, de manière plus spécifique, est-ce que c'est vraiment le bon endroit, le bon terrain de jeu pour exprimer cette créativité ? Moi, j'ai envie de dire, les médiums, de toute façon, ils sont vastes. Après, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont plus sur le web que sur d'autres ? Je pense que c'est juste parce que leur quotidien est comme ça. C'est-à-dire que généralement, en fait, de base, t'es comme moi, tu vois, à la base, j'étais dev. J'étais même entre guillemets full stack. Même si c'est un terme que j'aime pas trop, mais tu vois, j'étais entre le back et le front, puis petit à petit je me suis rendu compte que finalement j'ai préféré le front, et après du front je me dis mais en fait le design c'est pas mal aussi, et donc tu vois c'est plus un cheminement qui fait que tu arrives là et que tu essayes de combiner un peu des choses de ta vie, tu les combines et pouf ça donne ça, tu vois. Mais après si ça se trouve, moi si dans ma vie, je sais pas moi à la base j'avais été peintre ou ce genre de choses, ça aurait été un autre terrain de jeu. Mais après, de mon point de vue, pourquoi est-ce qu'on s'interdirait en fait d'aller sur le web, qui est un terrain de jeu fabuleux, qui évolue de plus en plus. On a des normes qui arrivent, tu vois, le web GPU par exemple, qui est une norme qui s'installe petit à petit, qui vont nous donner un terrain de jeu formidable, et ça va encore plus décupler les expériences, ça va être vraiment terrible. Et en plus de ça, moi je pense au contraire que c'est un très très bon terrain de jeu, tout simplement parce que les personnes qui font du web créatif en fait ont une vision et arrivent à aller
dans de la technique et dans des endroits en fait qui ont peut-être 10 ans, 20 ans d'avance et que peut-être tu verras en fait dans quelques années qui deviendra la norme, tu vois. C'est un peu comme dans la mode en fait. Souvent la mode, les gens ils ont l'impression que en gros les Chanel etc c'est des hurluberlus, mais en fait si jamais tu analyses un peu certains défilés, dans 10 ans peut-être que chez H&M ou je sais pas qui, tu retrouveras en fait certaines collections et certains trucs que tu as vu 10 ans plus tôt, quoi. Donc moi je vois plus ça comme ça, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont très précurseurs, qui font avancer le web et c'est très très cool et en fait je trouve ça très très bien parce que le côté web, en fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est accessible à tous. Typiquement, on pourra peut-être en parler, mais tu vois, le sujet du métavers, par exemple, qui est un sujet, pareil, un peu... bon, sur lequel je pense qu'il faut prendre beaucoup de pincettes, mais pour des gens qui ont une vraie démarche de métavers en son sens pur, c'est très intéressant le web, parce que c'est accessible par n'importe qui. Tu n'as pas besoin d'installer quoi que ce soit, tu vas sur un navigateur et let's go, c'est parti. J'ai des exemples en tête, notamment un studio qui s'appelle Utsubo, qui est un studio français basé au Japon, géré par Renaud et Jocelyn que je salue aussi s'ils passent. Typiquement, tu vois, ils avaient cette ambition de faire métavers. Bon, voilà, après, c'était leur vision. Et un truc accessible directement dans un navigateur, tu vois. Et ça, c'est fou. Vraiment, t'arrives, tu te lances et c'est bon, c'est parti. Contrairement à, je dois... acheter une PlayStation 5 qui coûte je sais pas combien, etc. Tu vois. Casque qui va bien et compagnie. Exactement. Et là, du coup, ça, je pense que non, le web a vraiment toute raison d'être touché par le côté créatif. Ouais. Mais tu vois, que tu parles d'accessibilité, moi, j'avoue que quand je regarde le web créatif, si je parle d'accessibilité au sens accessibilité pour des personnes en situation de handicap, mis à part l'exemple que tu as donné pour des personnes qui sont atteintes du syndrome de Charcot ou de la maladie de Charcot, pardon, on est quand même sur des ergonomies ou des navigations qui sont pas du tout accessibles pour des personnes en situation de handicap très souvent. Donc, je suis d'accord, mais je pense que c'est des choses en fait qui vont arriver, c'est-à-dire que les gens, en gros, c'est comme si, imagine, t'envoies quelqu'un, tu vois, qui va chercher, tracer le chemin. Bon, quand il revient, tu vois, le chemin est boueux, il n'est pas praticable. Mais à côté de ça, tu vois, il a dit, OK, là-bas, il y a un truc qui est cool, tu vois. Et moi, je le vois un peu comme ça, c'est-à-dire que, OK, pour le moment, il y en a qui vont sur des trucs où effectivement, c'est pas accessible, c'est pas ceci, c'est pas cela. Mais je pense qu'ils font avant lui, c'est vraiment un moteur qui fait tirer vers le haut, en fait, tout le secteur. Et après, une fois que ça serait fait, il n'y a pas de souci, je pense. Il n'y a personne, en fait, qui est contre ni l'accessibilité, ni le SEO, la performance, pas du tout. C'est juste que, en fait, à des moments, tu es un peu avec ta lampe torche et ta pioche, et tu es un peu obligé d'aller chercher au début de juste faire en sorte que le truc tourne, et après du coup tu petit à petit tu fais grossir ton truc et il n'y a pas de souci, quoi, tu vois. C'est faire bouger les lignes, en fait. Ouais, c'est ça. Moi je pense que c'est vraiment, moi je vois ça comme étant un moteur. C'est le meilleur parallèle que je trouve, c'est la mode, vraiment. Où en fait ok, personne ne peut s'acheter un Chanel, personne ne peut s'acheter, je veux dire, la majorité des gens, 90% des gens ou plus, ne peuvent pas s'acheter ce genre de choses. Bien sûr qu'ils ne peuvent pas se balader. Des fois, tu vois des trucs, genre les mecs qui portent des choses, tu te dis dans la rue, jamais je porterais ça. Mais c'est pas ce qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir, c'est que tu as des gens qui ont des sensibilités, qui sont un peu visionnaires, qui vont apporter leur touche, leur patte, leur émotion, leur personnalité. Et de tout ça, en fait, tu vas peut-être aller prendre quelques petits éléments comme ça à droite, à gauche, qui vont en fait permettre à d'autres en fait qui peut-être voudraient plus faire des choses plus mainstream, plus communes ou autres, de s'inspirer et de dire ça je vais l'insérer et je pense que peut-être ça peut apporter quelque chose, et puis derrière tu as une trend et hop ça fait évoluer un peu le secteur. Parce que si jamais on restait en fait sur nos basiques et sur ce qu'on savait faire aujourd'hui, ça serait d'un ennui à mourir, quoi, tu vois. Et je pense que non, on est dans un secteur de gens passionnés, et donc voilà. Et même au niveau tech, tu vois, au niveau tech je trouve que ça fait vraiment progresser, parce que tu vas utiliser des fonctions, tu vas utiliser le langage, tu vas le pousser vraiment à son paroxysme. Tu sais, c'est comme la sécurité. La sécurité, des fois, par exemple, tu prends PHP, tu as des fonctions PHP, tu es là, mais à quel moment tu utilises ça dans ta vie, tu vois? Et en fait, des fois, tu vas faire un tour avec l'équipe sécu, tu te dis, moi, ça me sert parce qu'en fait, j'utilise telle fonction qui est un peu exotique, mais ça me permet de faire ça, tu vois? Et donc, je trouve que typiquement, le web créatif, c'est ça, c'est-à-dire que tu vas aller chercher vraiment tout ce qui existe, toutes les fonctions, c'est au sommet de son art, tu vois, le truc. Et donc, en ça, je pense que ça fait aussi évoluer la technique, quoi. Effectivement, tu vois, moi, j'ai commencé à développer dans le web au siècle dernier. J'ai commencé, mon premier site web c'était en 95, 94 dans ces eaux-là. J'avais 2-3 ans, désolé. Excuse-moi. C'était il y a un petit moment. Mais tu vois, ce qui est marrant, je l'ai dit souvent sur ce podcast, c'est que moi, quand j'ai commencé à dev sur le web, le JavaScript, c'était un langage qui était détesté de tout le monde. Bien sûr. Parce que c'était un langage qui était dégueulasse, qui était pas propre. C'était une tannée de faire le moindre truc, parce qu'à l'époque, il y avait je sais pas combien de navigateurs qui avaient tous une interprétation différente de JavaScript. Et du coup, faire une simple animation en JavaScript, c'était une tannée parce que
la compatibilité était casse-pied. Mais tu avais fait du ActionScript aussi et Alors Flash non, et compagnie, non pas forcément. En fait, à l'époque, Internet existait très très peu. Okay. Il y avait très peu de ressources et donc tu apprenais à coder avec des livres. Donc c'était, si tu n'avais pas le livre, tu n'avais pas accès à la ressource. Mais Flash et tout ça, c'était bien plus tard du coup ou... Flash, moi j'ai commencé à en faire vers 99 à peu près. Bien plus tard. Ouais. Donc c'est arrivé un petit peu après. Ouais. Mais tu vois, moi ce que j'ai vu surtout, ce que j'ai vu arriver, c'est l'arrivée de jQuery. Où je me suis dit, putain, mais c'est ouf en fait, jQuery, maintenant j'appelle une fonction et mon animation elle marche partout, je peux faire plein de trucs. Après, j'ai vu Bootstrap arriver, pareil, tu fais des trucs de dingue, tu fais des trucs. Et en fait, cette simplification, parce qu'effectivement, il y a des gens très bons techniquement qui arrivent en fait à te créer un environnement qui te permet de faire plus de choses. Le langage, après, effectivement, comme tu le disais, a évolué, a progressé et compagnie, et permet d'en faire toujours plus, quoi. Et c'est ça que je trouve assez fascinant, c'est que effectivement, comme tu le dis, ces gens-là font bouger les lignes en te donnant des idées d'ergonomie et compagnie, mais aussi techniquement permettent aux gens d'après de faire de plus en plus de choses de plus en plus facilement. Et tu regardes aujourd'hui un environnement comme React. Je sais que certains disent que c'est un framework, d'autres disent que c'est une librairie. Bien sûr. Là-dessus, il y a débat. Mais mine de rien, ce que tu fais aujourd'hui avec React, mais c'est absolument gueudin, la facilité de construire un truc qui est hyper ouf. Et je trouve que ça, c'est cette progression technique dans ce domaine-là est aussi absolument hallucinante. Et si tu n'as pas eu à des moments une petite bande dans son coin en train de se dire vas-y, on va faire ça, machin et tout, voilà, je suis sûr qu'à l'époque, c'est pareil. Enfin, jQuery, ça a été ultra décrié, mais à côté de ça, comme tu disais, c'était assez ouf de se dire tu fais un truc et hop, sur tous les navigateurs, c'est compatible, tu vois. Donc, non, moi je pense qu'il faut toujours des gens un peu visionnaires comme ça qui passent un peu pour des foufous sur le moment, mais après on se dit, bon sang, c'est hyper cool quoi, ce que vous faites. Quoi. Même le CSS, d'ailleurs, pendant longtemps, le CSS, tu étais obligé d'écrire ton CSS vraiment à la main. Maintenant, tu as une vraie mécanique de programmation dans le CSS qui permet de faire beaucoup de choses. Tu m'as parlé aussi de WebGL. Alors ça, moi, c'est un truc que j'ai vraiment pas utilisé. Du coup, c'est quoi? Alors, le WebGL à la base, dans le chat, il y a des gens, je pense, de ma commu qui me reprennent, il n'y a pas de souci si jamais je me trompe, mais à la base, en fait, c'est plutôt, il y a une norme, on va dire, qui s'appelle OpenGL, qui te permet, en fait, d'accéder notamment à ta carte graphique et donc d'exécuter, en fait, une partie de ton programme sur la carte graphique. En quoi est-ce que c'est cool? Parce que en fait, quand tu fais plein d'animations et que tu fais tourner ça sur ton processeur, sur ton CPU, ça a ses limites en fait. Au bout d'un moment, tu peux pas faire des trucs complètement hyper poussés. Donc du coup, il y a eu l'OpenGL qui est apparu. Je suis pas très bon en histoire de tout ça, peut-être que c'est un peu approximatif, mais pour donner l'idée, l'OpenGL est apparu, ce qui nous donnait la possibilité en fait d'exécuter une partie des choses sur la partie carte graphique. Et donc le WebGL en fait, c'est l'implémentation plus ou moins, c'est l'API on va dire côté web qui te permet d'accéder à OpenGL. Et donc, en fait, en quoi c'est cool, c'est que, étant donné qu'on va pouvoir faire exécuter des choses côté carte graphique, tu vas pouvoir faire des animations vachement plus poussées parce que la carte graphique est dédiée à ça. Et donc, dans le jeu vidéo, c'est pas une surprise. Hein, tu sais que si tu veux faire du bon jeu vidéo, il te faut une bonne carte graphique. Ça va être bien meilleur, en fait, en calcul, etc. Et donc, pouvoir faire des choses type en 3D. Voilà, c'est le premier truc qui nous vient à l'esprit, c'est la 3D, mais pas que. Et donc, tu vas pouvoir faire des effets vachement plus poussés. Après, de base, le WebGL est relativement imbuvable. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais développé un WebGL natif, mais notamment, je crois que c'était Bruno Simon, par exemple, qui est un développeur créatif très connu de notre communauté, que j'ai eu d'ailleurs en interview avec Hervé Studio, un studio de 3D. Et il disait, au début, moi, j'ai testé de faire du vanilla WebGL, mais genre, t'écris 4 lignes, t'écris 10 lignes et t'as un triangle, quoi, tu vois, c'est juste pas possible. Donc, il y a des frameworks qui sont apparus derrière, et celui qui est le plus connu, qui est Three.js, donc qui est assez utilisé par la communauté, mais pas que, il y en a plein d'autres. Hein. Et du coup, ça te permet en fait justement d'utiliser du WebGL, mais bien plus simplement. D'ailleurs, ça fait quelques années maintenant qu'il y a même une implémentation côté React qui s'appelle React Tree Fiber, qui te permet en fait, avec des composants React, tu veux créer une sphère, tu veux créer des choses relativement basiques, tu as un peu des bases qui existent, et puis ensuite, si tu veux faire des choses plus poussées, ça te permet assez facilement de créer toute ta scène. Donc voilà, du coup, le WebGL, typiquement, c'est ce qui va nous permettre de pousser un peu plus au niveau des animations grâce à l'exécution avec la carte graphique et du coup aller bien plus loin au niveau des animes, quoi. Okay. On a parlé du coup beaucoup là de l'aspect interface, ergonomie. Est-ce qu'il y a d'autres pans dans le web créatif qui sont aussi, explorés, navigués
Après, comme je t'ai dit, ça mêle beaucoup de disciplines. Tu vois, je te parlais de son, par exemple. Le son est assez important. Alors, je sais pas si c'est le sens de ta question, ouais, mais voilà, typiquement, par exemple, le son, tu travailles avec des sound designers quand tu veux vraiment pousser au niveau de l'XP. Et typiquement, ça te permet de créer aussi une interaction vachement plus forte. Ça te permet de donner un côté immersif vachement plus prononcé. Donc voilà, par exemple, ça c'est un pan qu'on explore aussi énormément. Souvent, on pense à la 3D, mais il n'y a pas que la 3D, il y a beaucoup d'effets en 2D qui sont aussi très très cool. Et assez vite, quand tu commences un peu à monter et à faire des choses encore plus badass, voilà, tu vas aller chercher un sound designer qui va te créer le bon truc en fait, adapté, etc. Voilà, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit en tout cas. Il y avait, quand on préparait cet épisode, okay. Et il y avait une espèce de alors, je ne sais pas si ça existe encore, j'ai pas eu le temps de regarder entre temps, mais il y a des gens qui essayaient de faire des jeux qui tenaient sur une disquette. Ouais. Alors, une disquette, pour ceux qui se souviennent, c'est quelques kilooctets, hein, c'est vraiment très très léger. Et il y avait des jeux, mais absolument gueudins, qui tenaient sur ces toutes petites disquettes, avec effectivement du sound design qui était généré dynamiquement en live. Pareil, les chemins, les trucs, c'était absolument ouf. Ouais. Est-ce qu'il y a ce même genre aussi de recherche? Parce que j'imagine que dans le navigateur, on a quand même si on a WebGL, il y a quand même des limitations techniques qui sont assez importantes. Est-ce qu'il y a ce genre aussi de challenge? Je pense que ça vient, mais après vraiment sur des profils plus expérimentés. Mais oui, ça vient parce que en fait, arrive un moment où tu commences à être un peu bon techniquement, tu arrives à faire des trucs jolis, sauf que ça tourne plus, tu vois. Parce que voilà, t'es allé beaucoup trop loin, mais t'as pas envie à la fois, tu vois, de supprimer certains trucs que tu trouves qui font sens dans ton expérience et qui sont plutôt cool. Et donc, tu vas commencer effectivement cette recherche, tu vas aller te renseigner un peu dans le jeu vidéo, comment on fait ci, comment on fait ça. Je sais pas, je te donne un exemple tout bête. Je sais pas, tu vas créer un open world, donc tu vas créer un truc vraiment dans lequel tu peux te balader, etc. Et tu vas par exemple utiliser, alors je me souviens plus exactement du terme technique, mais bon, peu importe. En gros, tu vas définir ton monde en tuiles, par exemple, et donc tu vas avoir des tuiles qui, plus elles seront proches de la caméra, plus elles vont être nettes, plus elles s'éloignent, et moins elles vont être nettes parce que ça ne fait pas sens, et du coup, tu gagnes en puissance de calcul. Donc oui, effectivement, il y a cette notion d'essayer de se challenger sur faire des choses le plus, avec le poids le plus réduit, la performance la plus, voilà, pas nécessité d'avoir beaucoup de performance, mais en fait, c'est plus, je dirais, dans l'ADN, quoi. C'est plus par nécessité, en fait. C'est parce que, bon, déjà, ça fait kiffer en tant que techos d'y arriver, mais vraiment par nécessité. Parce que, comme je te le dis, on est très proche du jeu vidéo, c'est-à-dire qu'on essaye de faire des choses toujours plus poussées, mais en termes de support, des fois, en termes de puissance, etc., ça va pas beaucoup plus vite. Donc, tu es obligé, en fait, de devenir justement créatif à ce niveau-là pour optimiser les choses et faire en sorte que ton expérience soit toujours aussi cool, mais avec moins de puissance de calcul, quoi. Okay. Alors, je crois qu'il y a effectivement quelques personnes de ta communauté qui sont dans le chat. Salut les gars. Je vais te demander du coup de m'aider à comprendre ce dont tu parles. Il y a Simvé qui nous dit la communauté Demoscene est aussi présente sur le web. C'est quoi le Demoscene? Alors là, il faudrait que je le vois en texte parce que j'ai pas. C'est Demoscene. Ah, je sais pas si c'était en rapport avec Sin le pseudo ou pas, mais là comme ça, je pourrais pas te répondre. Désolé. Peut-être que Simvé pourra du coup nous faire une démonstration, une explication un peu plus claire. Ça dans le chat. Et Atomisty nous parle du LOD. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est ce dont je parlais. LOD, ça veut dire Level of Detail. C'est la technique, j'avais oublié le nom en fait, tu sais, de dire en gros plus c'est loin et moins je donne de détails. Donc merci Atomisty. Et donc Simvé qui nous dit la créativité par contrainte est bien présente. Ok. Alors Sin, il faut savoir que c'est un puits de connaissances. Genre le mec est trop solide. D'ailleurs, voilà, je pense que dans les ressources potentiellement que je te citerai à la fin, puisque je sais que c'est une question un peu traditionnelle sur ce podcast, je te ferai référence justement à une fois où j'ai reçu Sin. Donc voilà, je lui laisse le soin de détailler ça dans le chat pour répondre aux gens, mais voilà, là ça dépasse un peu mes connaissances. Ça marche. Quand on préparait cet épisode aussi, tu m'avais parlé d'art génératif. Ouais. C'est des choses qui se font beaucoup sur le web ou c'est drivé par toutes les avancées d'OpenAI, Midjourney et compagnie ou bien avant déjà. Avant. Alors en fait, la notion de génératif déjà, peut-être pour les gens qui ne connaîtraient pas, c'est que on va essayer en fait d'introduire de l'aléatoire, on va dire en quelque sorte, qui sera plus ou moins contrôlé. Donc tu as des gens qui vont faire du génératif full, d'autres qui va être un peu génératif mais un peu contrôlé, et puis voilà. Donc c'est un peu un degré qu'on peut donner
Quel est l'avantage de ça ? L'avantage de faire du génératif, c'est que tu vas pouvoir introduire de la complexité dans tes animations, tu vas pouvoir faire en sorte que tes animes soient... d'avoir quelque chose de relativement unique en fait et qui peut évoluer quoi. Parce que si tu devais tout coder main à la main, chaque animation, ça serait un peu voilà. Donc quand tu vas apporter quelque chose de plus organique, quelque chose de plus de plus unique, qui peut-être peut changer même à chaque fois que tu rafraîchis ta page, tu vas avoir ces notions d'art génératif. Il y a des gens qui ne font que ça par exemple, c'est-à-dire ils créent des algos qui vont sortir des choses. À chaque fois que tu refreshes ta page, tu as un truc différent. Et ça, c'est une discipline, ça fait partie un peu de tout ce mouvement de web créatif. Mais c'est assez intéressant en fait, d'introduire ça, un peu d'aléatoire, parce que en fait, même l'artiste lui-même va être surpris plus ou moins par ce qui va sortir. Et tu as des gens, typiquement, quand il y a eu la mouvance NFT, ce genre de choses, qui faisaient justement beaucoup d'XP en art génératif, parce que, en fait, imaginons tu avais... je sais pas moi, 100 œuvres qui allaient être vendues, par exemple, sur un drop, chaque personne avait un truc vraiment unique qui lui correspondait. Et du coup, ça a un côté un peu plus un peu plus, pas privilégié, mais tu vois, c'est quelque chose d'assez unique, quoi. Voilà. Et donc, ça t'ouvre une autre dimension. Mais après, même sans parler de vraiment du côté artistique, toujours sur mon exemple d'open world, par exemple, tu peux très bien introduire certaines animations, je sais pas, des oiseaux qui passent, des choses comme ça, qui vont être plus ou moins basées sur des algos génératifs, et donc introduire de l'aléatoire pour avoir quelque chose de beaucoup plus proche de la réalité, beaucoup plus... de moins parfait, on va dire, et de moins prévisible, quoi. Ouais. Alors du coup, Simvé a précisé, du coup, le demoscene ou scène démo, c'est une sous-culture informatique ayant le but de la création artistique sous forme de programme fondé sur les 3 domaines que sont la musique assistée par ordinateur, l'infographie et la programmation. Je vois de quoi il voulait parler. Alors, demoscene, d'accord, j'avais mal compris. D'ailleurs, je crois qu'on a une artiste française, je me souviens plus de son pseudo qui en fait. Donc, en fait, l'idée du demoscene, c'est tu vas... généralement, c'est un peu comme des hackathons, ce genre de truc. Tu vas sur un week-end ou voilà, c'est un event. Et donc, tu vas avoir des artistes qui vont être les uns face aux autres. Typiquement, tu vas mettre 2 personnes sur une scène qui vont coder en fait des algos en direct. Okay. Et en fait, qui vont faire des choses... alors, souvent, c'est basé sur du shader qui est quelque chose d'assez... c'est un autre niveau, tu vois. Et en fait, ils vont... généralement, tu as de la musique. Donc, tu peux, par exemple, plugger... je sais pas, moi, tu peux récupérer des informations de bits de la musique, par exemple, et donc créer une animation basée sur cette animation de bits, tu vois. Il y a une discipline qui s'appelle le VJing, notamment, qui est assez... qui un peu émergente. En France, c'est encore trop peu connu, je pense. Où, en fait, c'est typiquement Mac Flow, ils en font du VJing, c'est que tu vas avoir ton DJ qui va faire de la musique et tu vas effectivement introduire, tu vas récupérer de la donnée en temps réel et créer des animations qui vont en fait être basées et générées en temps réel parce que tu arrives à récupérer toutes ces infos. Après, tu peux faire du complètement basé sur les bits ou pas forcément, tu peux mettre le degré que tu veux. Donc voilà, la démo Scene, si je vois de quoi veut parler Scene, c'est exactement ça, c'est de se dire, en gros, tu codes des algos en direct et tu fais des espèces de battle en quelque sorte, tu vois, de mecs ou de nanas qui développent, quoi. Donc c'est très... Et on a une française, je sais, je me souviens plus de son nom, je pense que Glox, il doit la connaître, qui est assez spécialisée sur cette discipline-là, qui est très très cool. Ouais. Je trouve ça assez fascinant, cette démarche artistique en fait dans le monde du dev. Ouais. Alors je suis en train de préparer une série d'épisodes spéciaux pour cet été. Je crois que je t'en avais parlé. Ouais, tout à fait. En préparation. Donc en fait, beaucoup de gens disent que le métier de dev c'est un métier d'artisan. Moi je dis souvent que c'est un métier d'artiste. Et du coup cet été je vais recevoir des artisans et des artistes pour voir un peu comment est-ce que eux travaillent et voir est-ce qu'on est plus proche du métier d'artisan ou d'artiste. Carrément. Et ce que je trouve assez fascinant, en fait, c'est de voir toutes ces notions de battle que tu évoques, c'est l'intégration de WebGL, ces interfaces, ces ergonomies, cette recherche. Je trouve que le parallèle que tu fais effectivement avec la mode est très juste. C'est vrai qu'en fait, il y a des choses qui, à un instant T, peuvent paraître inutilisables, hors du temps, déconnectées, ce que tu veux, mais qui, en fait, mine de rien, percolent et font que, au fur et à mesure des années, en fait, on retrouve les influences de ces systèmes-là. Et de se dire aussi que même techniquement, en fait, il y a aussi cette recherche, parce que j'imagine que ce que tu racontais sur le VJing, il y a quand même aussi une notion de performance, parce qu'il faut que tu puisses traiter rapidement un flux audio. Il y a une certaine intelligence quand même. Enfin, tu vois, il y a quand même il y a un travail d'ingénierie qui est quand même aussi extrêmement fort en fait dans tout ça. Oui, je pense que quand tu arrives à ce genre de démarche, c'est que déjà tu maîtrises un peu ton sujet, quoi. Tu vois,
comme je te le disais, quand tu arrives et que tu dis, en fait, la technique, t'inquiète, on y arrivera, mais sois visionnaire, juste fais le truc qui te fait kiffer et t'inquiète, après on y arrivera, c'est que déjà, il faut que tu maîtrises un petit peu, tu vois. Au début, je sais plus, il y a un terme comme ça, alors je sais plus, c'est un truc japonais ou je sais pas quoi, où on te dit, en gros, quand tu apprends quelque chose, la première démarche, c'est tu reproduis. Après, je crois que c'est genre t'es en maîtrise, alors je sais plus exactement, hein, mais c'est t'es en maîtrise et à la fin, tu t'émancipes en fait de tout ce que tu as appris pour justement toi-même, voilà. Je sais qu'il y a une espèce de concept, je crois que c'est c'est asiatique en tout cas, qui te parle un peu de ça. Et c'est exactement ça. C'est qu'au début, il te faut quand même apprendre parce que tu as besoin d'avoir des outils, des armes entre guillemets pour pouvoir t'exprimer. Et une fois que tu sais gérer tout ça, tu t'émancipes et tu fais toi-même ton propre truc et ton propre chemin. Je trouve que, enfin voilà. Moi, ça me fait penser, je voulais revenir sur cette idée que tu disais où il y avait pas mal de parallèles au niveau de l'art, etc. Les notions de battle, on les retrouvait dans la danse, par exemple, tu vois. Tu as beaucoup de battle, le hip-hop, ce genre de choses, et tu as une culture qui a émergé derrière tout ça, tu vois. Et souvent, ça se passe dans la rue, dans ce genre de choses, dans le quotidien des gens, tu vois. Et moi, je trouve ça hyper important de se dire que, effectivement, tu peux... Nous, par exemple, je sais que sur Anto Parle Web, on organisait des fois des petits concours de web créatifs où en gros on donnait des thématiques et en fait ça te permettait de découvrir techniquement certaines choses, tu vois. Mais à côté de ça, en fait, j'étais assez impressionné parce que les gens, genre, tu leur donnais un sujet et en fait, tu avais des choses complètement différentes les uns des autres, tu vois. Parce que autant on était sur la même base technique, les mêmes contraintes, mais à côté de ça, chacun avait sa vision, ses aspirations, ce genre de choses, quoi. Donc je trouve que moi, tu vois, je trouve que les petites choses simples, c'est ça qui font vraiment la diff, c'est que tous les jours, tu vas travailler certaines choses et voilà. Ça me fait penser à une phrase de Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux, tu vois, où il dit ça, il dit c'est les choses simples vraiment qui sont les plus puissantes, tu vois. Là, c'est exactement ça, c'est que des fois, tu vas faire des battles, tu vas faire ce que tu veux, tu vas faire des petits concours avec tes potes, des trucs qui peuvent paraître bêtes et anodins, tu vois. Mais moi, franchement, des concours créatifs qu'on a fait sur Anto Parle Web, j'ai sorti des trucs que j'aurais jamais été capable de faire autrement, tu vois. Donc, non, c'est cool. Moi, je pense que c'est un art à part entière, quoi. Après, qui est un peu geek, un peu niche, un peu ce que tu veux, mais voilà, c'est cool. Mais de toute façon, tous les arts sont au final un petit peu niche. C'est-à-dire qu'au final, tu vois, quand tu regardes un peintre, moi, je sais tenir un pinceau, je peux peindre un mur, mais faire un tableau, tu vois, c'est pas le. Ouais, je vois. T'as une maîtrise technique, quoi qu'il arrive, quoi. Carrément. Non, carrément. Il y a aussi un autre aspect, c'est que, tu vois, j'aime bien ce que tu dis sur le fait de quand tu commences à maîtriser ton art, en fait, il y a un moment où du coup, tu peux entre guillemets tout oublier, lâcher et te libérer de toute contrainte. Au final, sur cette notion de web créatif, est-ce qu'il y a des outils qu'il faut utiliser ou est-ce qu'au contraire, il faut oublier certains outils? Je prends un exemple tout bête que j'ai en tête. Tu vois, je me dis que si je veux faire du web créatif et que je commence à utiliser React, en fait, j'ai un cadre qui est hyper figé, qui me contraint vachement. C'est-à-dire que je me retrouve à faire un site qui peut certes être très joli et très créatif, mais qui sera SEO compatible, qui sera accessible pour les personnes en situation de handicap. Enfin, tu vois, tout un tas de critères très utiles pour le web, mais du coup, je ne me serais pas vraiment extrait de toutes les règles et toutes les contraintes que je pourrais avoir. Donc, est-ce que du coup, quand tu fais du web créatif, il faut te dire, je fais du JavaScript et du WebGL sans aucun framework, sans aucun environnement, et c'est là où je suis vraiment le plus libre et je peux faire ce que je veux, ou tu as quand même des frameworks, des outils à utiliser? T'en as qui sont vraiment... qui sont des références, je dirais. Maintenant, moi, j'ai envie de te répondre en disant que c'est très propre à chacun. C'est-à-dire que moi, je me suis rendu compte, notamment quand je faisais des streams sur Anto Parle Web, c'est qu'en gros, il y avait des fois, tu vois, je parlais par exemple énormément de 3D, il y a des gens que ça les touchait pas du tout. Et parce que pour eux, le web créatif, c'était quelque chose qui n'était pas spécifiquement là-dessus, qui était plus sur la partie design, UI, et puis faire des animes un peu en 2D, etc. Donc, en fait, pour répondre à ta question, j'ai envie de toucher, j'ai envie d'essayer. Est-ce qu'il faut d'entrée que je parte sur des trucs Three.js et compagnie? Moi, j'ai envie de te dire non. Moi, je pense que c'est plus une démarche où, en gros, tu arrives à un moment, tu vas peut-être être justement dans le use case numéro 1 que je citais précédemment. C'est-à-dire que tu vas être dans le cas d'une personne qui, en fait, fait du dev front plus, a envie d'aller un peu plus loin, et donc tu vas tester, tu vas aller chercher des animes CSS que d'autres ne touchent pas en règle générale, tu vas commencer un peu à pianoter à droite à gauche, à voir qu'est-ce qui se fait, et puis après tu verras où est-ce que tu te définis les limites, tu vois. Mais après, en soi, c'est aussi ce qu'il y a de cool dans cette pratique-là, c'est qu'il n'y a pas véritablement de règles, t'as des choses qui sont à disposition, mais en fait, au sein même de l'écosystème web créatif, t'as plein de gens en fait qui font plein de choses très différentes et qui n'ont pas les mêmes recherches. Donc, des outils de référence, je t'en ai donné tout à l'heure, tu vois, des Three.js, des Pixie, ce genre de choses, P5.js, ce genre de choses, c'est des trucs que tu verras très vite émerger sur les réseaux si tu commences à faire des recherches ou ce genre de choses sur les forums.
Pour autant, non, il n'y a pas vraiment de limite à ça. Et au contraire, en fait, c'est que si peut-être ça peut être bien pour toi d'apprendre des bases, de voir ce qui se pratique, mais après, émancipe-toi. J'ai une idée d'expérience en tête, par exemple, qui avait été fait par Joseph, qui est un dev créa que je connais aussi, qui fait des trucs très très cool. Je suis désolé, j'ai oublié son nom de famille, mais bon, peu importe. Et en gros, il avait fait une XP où, donc lui, c'était une vraie démarche créative, tu vois. Il avait une relation très particulière avec tout ce qui était nature, etc. Et en gros, il a pris son iPad, il est allé faire des scans, en fait, LiDAR. Donc, LiDAR, c'est une techno que tu connais peut-être, tu vois, les lasers, etc., pour pouvoir avoir des rendus 3D. Et donc, en fait, il a scanné toute une forêt. Et chaque arbre, en fait, il les a remodélisés en petites particules. Joseph Hazard, je cherchais son nom de famille. Et il a fait toute une XP, en fait, où tu te balades dans la forêt. Il a fait des captures, des sound design, des trucs vraiment très poussés. Il a passé beaucoup de temps. Et c'est genre une XP où tu peux rester pendant 30 minutes, tu vois. C'est limite un truc un peu contemplatif, etc., tu vois. Et ben moi, je trouve ça intéressant de se dire, à la base, mon iPad, je m'en servais pour plein de choses. Tiens, si je l'utilisais, hop, ça me ferait autre chose, etc. Et c'est souvent, d'ailleurs, une très, très bonne démarche. C'est que quand tu as connaissance en fait de ce qui se fait, moi souvent je dis éteignez tous les ordi, éteignez tout ça, allez dehors, inspirez-vous dehors, parce que vous allez voir justement des choses autres que ce que vous voyez sur le web, et du coup vous allez créer des choses complètement différentes qui vous auront touché de par ailleurs, mais qui en fait vont être différentes de ce qu'on voit. Je me souviens d'une conversation notamment avec Dilshan Arukati qui est l'un des boss de Immersive Garden, c'est un studio hyper connu sur Paris, trop cool, ils font des trucs merveilleux. Et il m'avait dit ça, il m'avait dit moi par exemple quand je dois créer en fait quelque chose, la première chose que je fais c'est que je vais pas sur Howard, je vais pas sur FWA, je vais pas sur tous ces sites parce que sinon je vais avoir tendance en fait à reproduire des choses qui existent déjà. Et donc en gros il va s'inspirer dans des expos, dans des trucs comme ça, et voilà, potentiellement il va tomber sur je sais pas, un truc qui va l'inspirer, il va tomber sur un outil, il va voir il y a tel outil qui sort, bon normalement ça se sert pour autre chose, mais en fait je vais le dériver, tu vois, il y a un côté hacker, un peu maker, et hop je vais arriver à faire quelque chose qui va être vraiment unique, tu vois. Donc il y a des outils de base, mais il faut aussi savoir s'en affranchir, quoi. Ouais. Ça, je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à je sais pas si tu as déjà regardé des making-of de films Pixar. Ouais, si j'en ai regardé un peu. Et en général, eux, en fait, quand ils ont une idée de film, la première étape, c'est ils partent tous en voyage. C'est ça. Ils vont explorer, ils font des dessins à droite à gauche. Enfin, tu vois, il y a effectivement une. Et tu vois, moi, c'est pour ça que je dis souvent que le métier de dev, c'est un métier d'artiste. C'est parce qu'en fait, cette inspiration, en fait, c'est un truc ça se travaille, ça s'entretient. Et parfois, ça se repose d'ailleurs aussi. Tu as besoin de reposer ta créativité pour redevenir créatif. Clairement. Et en tant que dev, je pense que même si tu fais pas du dev créatif, tu vois, tu as besoin de t'intéresser à d'autres technos, d'aller tester un autre truc, parce qu'en fait, ça va te donner une idée d'implémentation dans ton langage, et que parfois, il faut juste faire un break. Il faut aller voir aussi, je sais pas, comment fonctionne un automate, un maroquinier. Enfin, tu vois, ça te donne tout un tas d'idées qui effectivement sont nécessaires dans notre métier, quoi. Bien sûr, bien sûr. Non, mais clairement, l'inspiration vient de partout, et ça a toujours été comme ça, quoi. Il y a aussi d'autres aspects du web créatif dont on a parlé rapidement en cours de préparation. Il y avait, alors, ça date aussi de mon époque, quand j'étais jeune, donc je ne sais pas si ça existe encore. Il y a donc j'ai retrouvé le nom, c'est les calligrammes. C'est des gens qui écrivent leur programme et en fait le code en tant que tel représente un dessin. D'accord. Est-ce que ça, c'est des choses qui pour toi rentrent dans cette description du web créatif ou du dev créatif? Moi, je pense que c'est des choses qui peuvent effectivement rentrer. C'est pas forcément des choses, moi, que j'ai plus sur lesquelles j'ai été exploré, tu vois. Typiquement sur Antoparle Web ou ce genre de choses, c'est pas forcément des choses que je suis allé explorer, mais oui, parce qu'il y a cette notion d'expression artistique, tu vois, et cette notion de contrainte. Moi, je sais que notamment, dans la prépa, quand on avait discuté un peu en off, tu m'avais parlé notamment de certains langages un peu ésotériques, ce genre de choses, que je ne connaissais pas de par ailleurs, je tiens à te le dire d'ailleurs. Donc c'est cool, j'ai pu faire des recherches et j'ai regardé un peu. Mais en fait, moi, je trouve que ça exprime aussi un côté maîtrise en fait de ton outil, tu vois. C'est-à-dire que tu as des contraintes fortes, notamment sur les langages ésotériques que tu me citais. Je crois que c'était il y avait Brainfuck et Whitespace. Voilà, Whitespace par exemple. Moi, je trouve que ça entre dans cette catégorie-là à partir du moment où tu as un côté je m'exprime. Après, voilà, ça, moi, surtout, ce que j'y vois et le parallèle que je fais avec ce dont je traite, en tout cas sur ma chaîne, c'est que tu as une notion de maîtrise très forte de tes outils. Et typiquement, ce qu'ils font sur Brainfuck, c'est assez fou parce que, en gros, l'idée, c'est que t'es très très contraint, tu as vraiment quelques petits caractères et pour faire un hello world, il te faut je sais pas combien de lignes et tout, mais tu reviens vraiment aux fondamentaux, tu reviens aux bases et tu maîtrises un peu tous tes outils et du coup, il y a des choses que tu comprenais pas que maintenant tu comprends davantage. Donc
moi, je trouve que oui, il y a des ponts à faire entre tout ça. Voilà. Après, je pourrais pas plus m'exprimer là-dessus parce qu'effectivement, je les maîtrise pas spécifiquement, mais ouais, je pense que ça rentre dans la catégorie. Ouais. Mais du coup, tu as testé Brainfuck et Whitespace Non, depuis qu'on a discuté? Pas encore. Je me suis mis vraiment la pression et je me suis dit, s'il me pose la question de ce langage, je vais être incapable de répondre, tu vois. Et genre, je me souviens, hier soir, 00h30, j'étais en train de regarder, bon, attends, il faut que je regarde pour savoir quoi répondre et tout. Mais voilà, moi, l'analyse que j'en fais, en tout cas, j'ai écouté un peu d'ailleurs un épisode de ton podcast qui en parlait. Et ouais, c'est cette notion de maîtrise, en tout cas, des outils que tu as. Et voilà, le fait d'être très, très, très contraint, ben, du coup, moi, je peux comprendre qu'il y a des gens qui s'éclatent à faire ça et qui essayent toujours d'aller plus loin. Tu vois, il y a cette démarche aussi de toujours essayer d'aller plus loin, de voir jusqu'où tu peux, ce côté jusqu'au boutiste, tu vois. Voilà. Ouais. Et au final, est-ce que c'est pas ça, au final, la démarche artistique, en fait, c'est d'explorer, ouais, de bouger, mais aussi effectivement, j'ai eu du mal à exprimer mon idée, mais tu vois, ce que tu as évoqué là-dessus, sur le fait de maîtriser son outil, de revenir aux fondamentaux, c'est des choses que je trouve, qui en tout cas, pour moi, résonnent énormément, tu vois, et effectivement, Whitespace, Brainfuck, c'est des langages que je trouve absolument impressionnants. Moi, j'ai jamais utilisé plus que ça, donc c'est juste du bricolage. Si vous connaissez pas, je vous invite à aller vous renseigner sur Brainfuck et Whitespace parce que c'est aussi assez godin. Et effectivement, tu vois, il y a cette concordance de maîtriser son outil et explorer, bouger les lignes. C'est ça, au final, la démarche artistique, non? Ouais, et puis c'est ce que tu disais au début, tu vois, quand tu disais, pour moi, le dev, c'est pas que des artisans, c'est même des artistes. C'est-à-dire que le côté artistique est souvent lié au côté visuel, mais pas forcément, en fait. Tu vois, tu as la notion d'expression, tout ça, mais tu as aussi la démarche. Moi, je connais des devs vraiment qui sont avec qui j'ai travaillé. Je pense à Charlie, par exemple. Je lui dis bonjour au passage s'il écoute ça. Qui est un dev qui était dans la première agence où j'étais, Septime Création, qui est à Rodez. Et genre, tu vois, le mec, c'était quelqu'un, il pouvait pas se satisfaire en fait de ce qu'il avait au niveau de son workflow. Il essayait toujours de pousser. Et je pense que c'est vraiment ça l'idée. C'est-à-dire qu'en gros, tu as des outils, tu as des gens qui vont rester sur ces outils. Tu vois, tu vas dev en React, en ce que tu veux. Ils vont faire le taf et puis let's go. Et tu en as d'autres, en fait, qui vont être vraiment très passionnés, qui vont vouloir pousser, qui vont vouloir aller voir jusqu'où est-ce qu'on peut aller, comment je peux m'améliorer, etc. Et ça, je trouve ça très important parce que moi, je comprends pas comment tu peux faire ce métier sans être passionné un minimum, tu vois. Donc, je te dis pas, voilà, de tous les jours passer ton temps, machin et tout. Mais tu vois, typiquement avec ma copine, on en parle régulièrement et moi, je suis vraiment quelqu'un, je pense à ça, de très passionné. Je suis obligé de faire d'autres trucs. Le week-end, je regarde comment faire une automatisation make, machin et tout, parce que tu es obligé. Dans ce métier, tu es mort sinon, tu vois. Tu peux pas, en fait, rester et être purement passif parce que ça bouge tellement vite que c'est pas possible, quoi. Donc, je pense que ton analyse est bonne sur le fait que, même si c'est pas toujours facile à comprendre, mais il faut décorréler le côté tech et le côté artiste, quoi. Ouais. Et puis, tu vois, le fait je sais plus ce que je voulais dire, mais je voulais revenir sur un truc. Attends, c'était sur le fait de se tenir à jour. On a 5 minutes, on est là, t'inquiète. Hein. Attends, c'était sur quoi? C'était... alors, c'était pas uniquement parce que ça bouge très vite. Oui, non, c'était côté passion. Parce qu'au final, on fait quand même un métier qui est difficile. On peut dire ce qu'on veut, le métier de dev, c'est quand même un métier qui est très dur. Qui est complexe. On est soumis à pas mal de pression. C'est vrai. Et si effectivement tu le fais pas par passion, toi, si t'as pas quand même un truc qui t'anime de te dire, je veux réussir à coder un truc, je veux délivrer quelque chose, forcément, à un moment, tu t'épuises et t'en sors flingué psychologiquement, quoi. Clairement, ouais. Et puis souvent, c'est très drôle. C'est un peu une blague dans ma famille où ils disent, tu vois, ils voient le fait que je suis derrière un ordi, tu vois. Donc pour eux, c'est pas, voilà. Moi, j'ai des parents qui sont j'ai une culture du travail très importante dans ma famille. Ils nous ont inculqué ça et c'est, voilà. D'ailleurs, c'est une très bonne chose. Je les en remercie. Mais en fait, en réalité, c'est un métier qui est quand même relativement, qui est psychologiquement très épuisant. Tu maîtrises et tu dois déjà réapprendre, en fait. Et ça, c'est comme tu dis, c'est-à-dire qu'il y a cette notion de passion qui est hyper importante. Il y a quelque chose qui te pousse forcément à aller plus loin, à chercher, et voilà. Mais si jamais tu restes en fait sur tes acquis, ce qui va se passer, c'est que le train, lui, continue à avancer parce que contrairement à beaucoup d'autres corps de métier, il y a plein de corps de métier où ça avance, tu vois. Je sais pas, moi, tu prends un maçon, etc., ça avance. Il y a de la technologie, il y a des choses qui évoluent, mais beaucoup moins vite que dans notre secteur, tu vois. Et ça, je pense que les gens ne le comprennent pas. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait aussi que, tu vois, on a cette culture on sait aller chercher de l'info, on sait faire ceci, on sait, voilà. Et ça, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que si tu n'as pas un minimum de passion en toi, et d'ailleurs, très souvent, tu vois, les devs, ils vont faire des afterworks, des choses comme ça, parce que tu es obligé d'avancer, de te tenir à jour, et voilà. Et si tu le fais pas, je sais que j'avais un collègue à moi où je savais qu'à un moment donné, il avait lâché, tu vois. Je pense que le gars, il a dû tenir 1 an, quoi. Et après, il a carrément changé de métier.
parce qu'au bout d'un moment, c'est très, très épuisant, en fait, d'apprendre, de faire, et une fois que tu as appris, hop, tu dois recommencer, et c'est un cycle infini, quoi. Mais très cool, parce que nous, c'est ce qu'on aime, tu vois, apprendre. Mais après, c'est vrai qu'avec l'âge, tu vois, moi, j'ai plus de 40 ans aujourd'hui. D'accord. C'est vrai que quand je me retrouve à devoir réapprendre un langage, C'est dur. C'est violent, en fait, de dire, tu vois, j'ai passé des années à maîtriser. Alors, je maîtrise vraiment très bien PHP, JavaScript et Swift. Mais que, tu vois, quand quelqu'un me met du Python dans les pattes, j'arrive à lire du Python, c'est pas un problème. Mais tu vois, mais en fait, tu sens que c'est plus difficile, c'est plus lent. Et en fait, devoir revenir à un stade où il faut que je regarde la doc au moindre truc, il y a des tas de trucs, tu te dis, mais si j'étais sur tel langage, je saurais le faire tellement facilement. C'est difficile parfois de revenir. Et je pense que malheureusement, plus le temps passe, tu vois, cette plasticité cérébrale dont on parle parfois souvent, bah, c'est vrai que mine de rien, ça s'entretient, mais avec l'âge, il y a quand même un truc qui se... Oui, il te faut autre chose de par ailleurs qui te pousse, quoi. Mais c'est drôle parce que j'ai eu une conversation récemment avec JP, notamment, qui est tech lead chez Pitbeam, l'agence où je suis. Et on avait cette conversation-là où, en gros, ben, voilà, on a quelques juniors, on va dire, qui sont à l'agence. Et JP est quelqu'un techniquement de très bon, tu vois. Vraiment, le mec, ça fait des années qu'il dev et tout. Et en fait, il me dit, ben, dans les juniors que j'ai, c'est des gens qui, par exemple, ont d'entrée été formés à React, tu vois. Et en fait, je me rends compte que les mecs, même si ça fait genre 2 ans qu'ils sont là, et moi, lui, je sais pas combien de temps ça fait qu'il dev, peut-être 6 ans, 7 ans, un truc comme ça. Et il me dit, des fois, j'ai l'impression d'être, tu vois, de redevenir le junior, en fait, parce que je repars du début. Après, tu conserves une certaine algorithmie, je pense, il y a une logique, tu vois, voilà. Mais typiquement, React, par exemple, data binding et compagnie, tu vois, c'est des concepts, il y a encore quelques temps, on était là, mais jamais, tu vois. Et donc, c'est drôle. Moi, je trouve ça bien, en fait, parce que je pense que c'est la mentalité aussi ingénieur, etc., qui fait que tu as envie toujours d'apprendre, et tu es insatiable sur ce genre de truc, tu vois. Donc, voilà. Mais effectivement, après, plus tu vas dans l'âge, plus je te dirai ça dans quelques années, je reviendrai ici avec plaisir. Et je peux comprendre qu'au bout d'un moment, si tu as d'autres centres d'intérêt, ta personnalité évolue, je sais pas, tu as des enfants, ce genre de truc, et tu as ce genre de truc. C'est affreux ce que je dis, mais tu vois ce que je veux dire. Et que du coup, tu as de plus en plus de mal à conserver cette gymnastique. Mais voilà, moi, c'est ce que je trouve passionnant. Ouais, je suis d'accord. Merci beaucoup, Anto, pour cette discussion. J'aurais 2 questions rituelles pour toi avant de terminer. La première, c'est est-ce que tu voudrais partager quelque chose, une ressource avec l'ensemble de l'audience? Ça peut être tech ou non tech, un film, une série, un livre, ce que tu veux. Ok. Alors, il y en a 2 que j'ai en tête. Au début, quand je suis arrivé, j'avais rien du tout. Bruno peut en attester. Et du coup, j'ai réfléchi à la volée. Un qui concerne une ressource qui concerne véritablement ce dont on vient de parler. Si vous voulez un peu tester, bon, déjà venez sur la chaîne Anto Parle Web, évidemment, YouTube, Twitch, etc. Mais Bruno Simon, dont je parlais, a une super formation TreeJS qui vous permet justement de commencer à mettre un peu la main là-dedans, qui s'appelle TreeJS Journée. Matt Delaurier également a fait une formation plutôt cool sur la partie shader sur un site qui s'appelle Frontend Master, et pour l'avoir fait, je peux vous dire, c'est très très cool. Il y a trois cours qui sont bien, et j'en ai fait 2 sur les 3. Donc ça, c'est plus pour la partie les gens qui veulent découvrir. Sinon, sur la partie ressources en tant que telle, je parlais tout à l'heure de Sin, que je salue, pour qui j'ai un immense respect, parce que c'est quelqu'un depuis que j'ai commencé qui a toujours été là et qui continue, et voilà, pour qui j'ai presque vraiment un lien d'amitié, même si c'est virtuel, voilà. Et un jour, je l'ai reçu en fait en interview. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément dans un, enfin, tu vois, c'est pas un studio connu, c'est une personne en fait passionnée. Il est professeur, il est suisse, et en fait, il est venu nous parler de métavers. Et donc cette vidéo qui est sur ma chaîne YouTube où on parle de métavers, vraiment je vous invite, si le sujet vous intéresse, à aller le voir, parce que j'en parle toujours, j'en suis très très fier, parce que ça dépeint véritablement ce qu'est le métavers, et ça met de côté tout le côté marketing un peu putaclic que tu peux avoir, et ça reprend vraiment les bases historiques, parce que c'est un concept, le métavers, qui existe depuis les années 90, quelque chose comme ça. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, vraiment allez voir cette vidéo, elle dure 1 heure, mais moi j'en suis très très fier, et voilà. Donc encore merci Sin. Plein de messages d'amour pour Sin, effectivement, dans le chat. Sin qui remercie tout le monde en envoyant un cœur à tout le monde. Bienvenue, Sin, du coup, sur ce podcast. Et je serais ravi de te recevoir aussi pour parler de Metaverse. T'aurais de la chance, vraiment, c'est un bon gars. Bon. Anto, j'aurais du coup une dernière question aussi pour toi. Est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation? Je dirais espace. Plutôt espace. Merci beaucoup, Anto. Merci, Bruno. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Voilà, le web créatif, vous le savez, moi je le dis souvent, le dev c'est un métier créatif, le web visiblement est aussi un terrain de jeu exceptionnel, donc allez-y, faites-vous plaisir, exprimez-vous dessus. Avant de terminer, j'aimerais faire 2 petits remerciements pour Happy Dev, qui est une newsletter qui s'est lancée il n'y a pas très longtemps,
et qui fonctionne très 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 bien et qui en plus parle souvent du podcast, mais en tout cas qui fait un super taf. Il y a énormément de ressources, il y a énormément de contenu, donc je vous invite fortement à aller vous abonner. Je le remercie de parler régulièrement des différentes podcasts qu'il peut y avoir. Il parle aussi d'Artisan Développeur, qui est aussi un très bon podcast. Et je crois qu'il t'a déjà mentionné aussi. Je sais pas, mais ça m'intéresse vraiment parce que moi, pour mon agrégation de contenu sur Déclic, vraiment, j'irai voir ça avec plaisir. Eh ben, écoute, je te mettrai en relation aussi. Cool. Et j'aimerais du coup remercier aussi ACLI aussi pour sa mention, parce que du coup, régulièrement, il y a des gens qui demandent est-ce que vous aurez des podcasts à suggérer, et parfois, du coup, IFTTD remonte dans les suggestions. Donc, merci beaucoup à toi de l'avoir mentionné sur Twitter. Merci à tous de partager ce podcast autour de vous. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous. Et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, B-I-B-E-A-R. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site iftttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.